Reste-t-il d'un père lorsque ses enfants découvrent qu'il n'était peut-être pas celui qu'ils croyaient connaître? Que devient l'histoire lorsqu'elle ressurgit des décennies plus tard pour demander des comptes aux vivants? Aujourd'hui, chers amis de la littérature, bienvenue dans Le Mot en Liberté. Nous vous invitons à embarquer dans une aventure romanesque exceptionnelle qui nous conduit du Congo belge à l'Allemagne, du Chili aux États-Unis, des heures les plus sombres du XXe siècle aux interrogations brillantes de notre époque. Avec l'équation avant la nuit, notre invité construit bien plus qu'un roman historique. Il nous offre une vaste fresque où s'y croisent les secrets de famille, les blessures de la guerre, les fantômes du nazisme, la quête des origines, la mémoire des peuples et cette question universelle qui nous habite tous. D'où venons-nous vraiment? À travers l'enquête de Béatrice Reimann, une femme lancée sous les traces d'un père dont elle ignore presque tout, le lecteur découvre peu à peu un monde où le destin individuel se mêle à la grande histoire, où chaque révélation éclaire autant qu'elle trouble. Roman de la transmission, de la filiation, de l'identité et de la mémoire, l'équation avant la nuit et aussi réflexion profonde sur ce que nous recevons de ceux qui nous ont précédés et sur ce que nous choisissons d'en faire. Pour nous en parler, nous recevons l'un des grands écrivains de sa génération, romancier dont l'œuvre interroge avec finesse les rapports entre l'histoire, les mémoires et les êtres humains. Alors, chers téléspectateurs, c'est un immense plaisir de recevoir dans Le Mot en Liberté. Salutations, Blaise Ndala. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent ce soir. Alors, merci d'être avec nous. On va devoir commencer avant de le faire. Chers téléspectateurs, on va lire un extrait du livre. Elle a beau aimer son autonomie, précise-t-elle. Elle ne se voyait pas entendre la mort dans un centre de soins palliatifs pour les personnes âgées. Elle ne remerciera jamais assez l'univers et sa fille. Mais ça revient au même, nous dit-elle de sa voix crachoteuse. L'univers ou ma famille, c'est du pareil au même. Qu'est-ce qu'une mère sans l'ombre bienveillante du fruit de son ventre? Vous pouvez me le dire, vous? Qu'est-ce qu'une mère sans l'ombre bienveillante du fruit de son ventre? Avec cette phrase, évidemment, de par d'autres passages de ce roman, Blaise Ndala, j'ai l'impression ou le sentiment que chacun de vos personnages est en train de chercher à résoudre une énigme intime avant que le temps ne lui échappe. C'est absolument vrai, toute, la narration, qui nous est présentée dans, l'équation avant la nuit ou que je propose au lecteur dans l'équation avant la nuit, est marquée par cette quête, je dirais intime, qui consiste à résoudre un certain nombre de questions. Dans le cas de Magda, qui est, l'ancienne épouse de ce savant allemand qui fut impliqué dans le projet de la fabrication de la première bombe atomique de l'histoire. Cette quête vise à savoir, qui était vraiment cet homme avec qui elle a partagé sa vie, cet homme qui fut dans les hautes sphères scientifiques de l'Allemagne nazie et quel sens devrait-elle donner à cet engagement qui fut à la fois celui de cet homme et le sien propre pendant tout le temps où, dans les jeunesses hitlériennes, elle a voué sa vie à la gloire du Troisième Reich. Et quand on pense ensuite à ce père, à cet ancien mari qui devient le père de la professeure Reimann que vous aviez mentionné dans l'introduction, ben, l'énigme, c'est aussi de savoir quelle est la part qui est vraiment celle de l'engagement réel en tant qu'Allemand sous un régime comme celui d'Hitler et quelle est la part de conviction profonde qui nous amène à prendre, à réaliser des choix aussi déchirants que ceux qui furent les siens en 1943, quand elle décide finalement de s'écarter de la voie du nazisme pour embrasser l'inconnu. Cet inconnu qui l'amènera sur les terres latino-américaines où naîtra Reimann, Béatrice Reimann. Et je pourrais multiplier les exemples, tout ça pour dire que aussi bien les personnages que convoque notre narrateur, l'écrivain Daniel Zinga, que Daniel Zinga lui-même
dans la peau de l'écrivain qui nous fait part de cette fresque, se pose la question de quelque chose que l'on doit résoudre, une réponse que l'on doit trouver pour soi-même, quitte à la transmettre ensuite à la génération d'après, aux enfants que nous avons, aux petits-enfants que nous aurons peut-être demain. Cette réponse qui donne sens peut-être à l'engagement d'une vie, aux convictions d'une vie. Il n'est pas toujours évident parce que entre ce qu'on a reçu soi-même, ce dans quoi on s'est projeté, les rêves qu'on a nourris, il se trouve parfois qu'il y ait des écarts importants et seule notre conscience profonde, adossée peut-être à une série d'éléments, d'informations que nous recevons parfois, oui, des décennies plus tard, l'espace d'une vie. Seul cela peut D'accord? nous amener une somme de connaissances qui pourrait apaiser peut-être notre conscience avant que la maladie, la mort ou le temps n'effacent à tout jamais cette page de notre vie ou cette page de ceux qui nous ont précédés. Merci. Et dans ces romans, chers téléspectateurs, vous aurez le plaisir de les découvrir. Tout au départ, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'une enquête. Évidemment, il s'agit d'une enquête. Mais au fil du temps, vous allez découvrir que chacun des personnages est en train de chercher. Et en cherchant, chacun de ces personnages se retrouve soi-même. Tout au départ, il y a Béatrice qui part à la recherche de son père. À l'arrivée, on a l'impression qu'elle découvre surtout ce qui signifie hériter d'une histoire. À quel moment, Blaise Ndala, avez-vous compris que cette quête du père deviendrait une méditation sur la transmission? Alors, dans mon cas, c'est pas que j'ai compris à un moment X, en tout cas pas pendant le processus d'écriture, c'est simplement que j'ai conçu cette fresque de cette manière-là. J'ai voulu entrer dans la grande histoire qui est celle de la course à la première bombe atomique entre le Manhattan Project, qui est le projet qui fut piloté par Robert Oppenheimer pour fabriquer donc la bombe qui fut larguée sur Hiroshima grâce à l'uranium de la mine de Shinkolobwe au Katanga et accessoirement à la mine de Port Radium dans le nord-ouest du Cap, par les portes de l'intime, comme vous l'aviez un peu évoqué. Et à partir de là, donc j'ai choisi de camper le personnage de Béatrice Reimann qui serait en face à ce trouble, à cette énigme qui consiste à aller creuser, à aller rechercher pour savoir qui fut exactement ce père dont les indices qu'elle découvre au début du roman font penser qu'elle aurait eu à jouer un rôle dans le programme allemand visant à trouver cette bombe. Donc à partir de là, je trouvais que en amenant la question de la quête sur l'identité paternelle, sur la transmission de ce que ce père aurait voulu léguer ou escamoter, à contrario, dans la mémoire familiale, on pourrait donc trouver l'équilibre entre la grande histoire, les grands enjeux qu'elle a pu apporter à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et des questions plus intimes qui sont des questions, somme toute, universelles. C'est que l'on sait de nos pères, vous l'aviez dit en introduction, c'est que l'on ne sait pas, les secrets des familles qui peuvent être enfouis. Et Dieu sait si chaque famille en recèle et que des générations peuvent découvrir ou ne jamais découvrir finalement. Et quand on les découvre, qu'est-ce que cela sous-entend pour soi-même, pour ce qu'on a bâti comme référence, les valeurs qu'on a portées, et tout cela, voilà. Donc je pensais qu'entrer par l'intime me permettrait d'avoir une histoire incarnée qui ne serait pas seulement celle des grands enjeux historiques de notre monde, mais également le rapport que ces enjeux peuvent avoir avec le vécu de gens ordinaires, de personnes comme vous et moi. Très bien. Et donc, on passe de ce qui est individuel, de secret de famille, pour raconter la grande histoire, parler de la bombe atomique, parler de la guerre. Voilà. Et nous poursuivons avec cette phrase qui accroche, cette belle phrase. L'atome est la réponse, pas la question. Lisons l'extrait. Sous la couette, le physicien renoue avec la somniloquie, un trouble du sommeil qu'il a développé à l'adolescence et qui semble connaître un regain depuis son rythme de travail, depuis que son rythme de travail est passé d'inquiétant à critique. Magda peut aussi l'entendre marmonner du plus profond de son sommeil, entre deux onomatopées, que l'atome est la réponse, pas la question. Ça pourrait être une suite de mots dénués de sens. Ça pourrait être un message dont le sens ne saurait échapper à l'esprit avisé.
Que dit-elle? L'atome est la réponse, pas la question. Chers téléspectateurs, cette phrase est l'une des meilleures, l'une captivante, l'une philosophique de ce roman. Alors nous posons la question de savoir, d'abord cette phrase, elle semble contenir tous les drames du XXe siècle. L'humanité a trouvé des réponses scientifiques extraordinaires. Mais elle n'a jamais cessé de se tromper sur les questions fondamentales. Cette phrase est-elle pour vous, Blaise Ndala, le cœur philosophique du roman? Sur, ce qui pourrait être le cœur philosophique de ce roman-là, si on le lit de la manière dont moi-même je l'ai conçu, en ce sens que derrière la quête de l'atome, que le savant qui est au centre de ce récit considère comme ce feu sacré, ce feu prométhéen, si on retourne dans les mythes grecs, que les humains, que l'intellect de l'humain, de l'homo sapiens au XXe siècle va arracher aux dieux de la guerre. Si on considère que ce feu-là est la réponse que l'on va donner au besoin d'annihiler l'adversaire, il y a une grande question morale qui se pose, qui est celle que déjà en son temps Rabelais rappelait dans une formule assez connue aujourd'hui en disant ben, conscience sans conscience n'est que ruine de l'âme, dans la Oui, lettre que justement, Gargantua la adresse question. à Gabriel. Voilà. Donc, en ce moment-là, si on part de cette prémisse que certains progrès de la science, y compris les progrès de la physique atomique qui amènent à l'annihilation du genre humain, en tout cas au danger d'annihilation qui est toujours persistant, oui, on peut se dire que à la question qui est celle de comment vaincre sans perdre son humanité, comment vaincre sans se détruire soi-même dans l'essence de ce qui nous fait, de ce qui fait de nous des êtres pensants, des êtres doués d'intelligence. La réponse qui est celle de la bombe atomique est une réponse qui illustre parfaitement que la science, oui, peut être au service de l'homme à son propre détriment. Si on n'y met pas la conscience nécessaire de l'annihilation. C'était vrai à l'ère atomique, qui n'est pas encore terminée, puisque nous y sommes encore, les conflits modernes nous le rappellent. Ça l'est aussi de la manière dont nous voyons, par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle être utilisée, encore une fois, dans des contextes de belligérance, avec des bombes qui ne discriminent pas. On leur donne des données scientifiques pour dire, vous allez dans tel immeuble, vous détruisez telle personne sur base des appels téléphoniques, de tel contact qu'on a retrouvé dans son répertoire. Cette intelligence poussée à l'extrême, cet usage du savoir, cette manière de dompter la matière, le numérique, d'hier à aujourd'hui, nous démontre que oui, nous pouvons, comme espèce humaine, nous annihiler si à la réponse légitime de savoir comment vaincre son adversaire, parce que la guerre est quand même plus aussi vieille que les sociétés humaines, les réponses que la science nous apporte sont des réponses de l'anéantissement qui nous dépossède de notre humanité. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous savons tous, nous savons très bien, euh, la bombe atomique, nous savons le retombé sur Hiroshima et Nagasaki, nous savons ce qui s'est créé. Alors, la question qui se pose avec cette phrase, l'atome est la réponse, par la question, on se dit, est-ce que avec la technologie, avec tout ce qu'on peut créer avec la technologie, il suffirait seulement de progresser dans la technicité et sans se poser des questions sur ce qui reste de l'humain? Parlons de ce personnage, Karl Holzinger. Il est conçu comme un personnage fascinant parce qu'il refuse toutes les catégories simples. Ni héros, ni monstre, ni innocent, ni coupable. Est-ce votre manière de rappeler que la littérature est l'endroit où les êtres humains échappent au verdict? Tout dépend en fait de ce que l'auteur, décide de faire. Je considère pour ma part que si bonne littérature il y a, elle ne peut procéder que de la complexité des êtres humains. Un être humain, qu'un auteur me présenterait, sans aspérité, sans nuance, n'étant qu'un monstre radical ou n'étant qu'un saint irréprochable, pour moi, n'aurait aucune valeur, littéraire.
parce que le monde n'est pas ainsi fait, les êtres humains ne sont pas ainsi faits. Et l'exemple de Karl Holzinger, comme vous l'avez bien mentionné, nous le rappelle. C'est un scientifique, tout ce qu'il y a de plus humain, de plus, oui, de plus vrai. Il est l'homme de son temps, certes, dans une Allemagne où le culte d'Adolf Hitler est à son paroxysme, où l'obéissance au chef est un dogme national. Il est cependant aussi, tout en adhérant évidemment à l'ère du temps et aux exigences du nazisme, il reste un intellectuel qui se pose des questions. Il reste un être humain qui est écartelé entre devoir d'allégeance au Führer et considérations plus intimes liées à son statut d'époux, de futur père, d'humaniste. Il y a toutes ces composantes, ces dimensions de son être qui sont en conflit les unes avec les autres. Et c'est cette complexité qui va faire de lui un être qui va être tiraillé jusqu'à ce qu'il prenne la décision que le lecteur découvrira lorsqu'il doit choisir soit de rester dans cette allégeance vis-à-vis du Troisième Reich, relativement à la mission que lui-même et son ami et patron Werner Heisenberg, qui est le prix Nobel de physique, Oui. avec qui il travaille dans le projet sur la bombe atomique, par rapport, je disais, au mandat qu'ils ont reçu et par rapport à d'autres considérations plus personnelles qui l'obligent peut-être à avoir une certaine distance par rapport au mandat. Donc, voilà, la littérature, pour qu'elle soit cet art noble et elle puisse s'élever, selon moi, selon les exigences les plus intéressantes, ne peut procéder que par la complexité des personnages, par la complexité des destins, et non pas verser dans un manichéisme qui consisterait à présenter les gens, les mauvais d'un côté et les bons de l'autre, alors que aucun être humain n'est foncièrement et radicalement mauvais, tout comme aucun être humain, en toutes circonstances, ne peut être le saint irréprochable que l'on voudrait qu'il soit. Et qu'en est-il de ce personnage? Au fil du livre apparaît une autre figure essentielle, Daniel Zinga, un écrivain constamment renvoyé à son identité, à son origine, à ce que les autres attendent de lui. À travers Daniel Zinga, vous posez une question extrêmement contemporaine. Peut-on appartenir à une histoire sans devenir prisonnier du rôle que cette histoire nous assigne? C'est une des questions centrales de ce que je vais limiter un peu à ce groupe auquel appartient Daniel Zinga. Une des questions centrales qu'embrassent les écrivains, on va dire, d'ascendance africaine qui vivent et écrivent depuis les diasporas. Je ne dis pas que ça leur est exclusif, mais dans la situation qui est celle de Daniel Zinga, écrivain congolais vivant au Canada et ayant vécu en France, qui est publié essentiellement en France, la question se pose beaucoup de cette transidentité où on ne sait pas trop, en tout cas certains parmi ses lecteurs et ceux qui relèvent de sa communauté ne savent pas trop pour qui il écrit. Et je pense que la question devient lancinante dans son cas parce que on ne comprend pas trop ce qu'il voudrait dire quand Daniel Zinga se revendique d'un certain universalisme. Quand il dit, en substance, je le cite de mémoire, qu'il croit en l'universel ouvert aux quatre vents et non pas aux identités qui se replient derrière une peau. Est-ce que l'universel pour un écrivain de la diaspora, un écrivain africain de la diaspora, n'est valable, n'est recevable que s'il se démarque de sa part congolaise? Est-ce qu'on ne peut pas être considéré comme un écrivain universel si en même temps on embrasse de manière euh, assumée, de manière visible, publique, son identité africaine? Qui peut-être n'est pas exclusive, mais qu'est-ce qu'il y aurait de mal à être foncièrement africain si on revendique l'universalité? C'est là où il y a une espèce d'ambiguïté dans son propos. Et c'est vers cette contradiction qu'il démontre d'une manière ou d'une autre que à la fois Béatrice Reimann, qui l'a lu, qui est amoureuse de lui, qui le connaît assez intimement, et sa propre fille, qui l'a vu aussi, à la fois dans ses écrits et dans la manière dont il tantôt revendique, tantôt s'affranchit de ce qui pourrait le ramener à l'Afrique et au Congo, le challenge. C'est là où on veut, et les deux femmes veulent le pousser assez retranchement pour que
Daniel puisse, voilà, s'identifier de manière un peu plus certaine. C'est loin d'être facile parce que dans ce qu'il dit, de la manière dont il se défend, il y a des choses qui sont recevables. Il ne voudrait pas être le porte-parole, le porte-étendard de l'Afrique ou du Congo. C'est pas comme ça qu'il voit son rôle en tant qu'écrivain. Daniel Zinga, toujours dans le sens de la nuance et de la complexité que peuvent avoir les personnages qui sont dans ce roman, Daniel Zinga est pris au piège de certaines ambiguïtés qu'il semble avoir entretenues lui-même. C'est qu'il professe, en tout cas c'est qu'en retiennent ceux qui les critiquent, c'est qu'il ne peut pas être un écrivain universel s'il s'est contenté, comme il l'est dit, de se recroqueviller derrière sa peau plutôt que d'embrasser l'universel aux quatre vents. Ce qui semble, pour ses détracteurs, en tout cas pour ses contempteurs, un argument assez fallacieux, dans le sens où aussi bien Béatrice que Fiotti lui font comprendre que ce n'est pas parce qu'il embrasserait sa part africaine que sa part ou sa prétention universelle on serait invalidé. Donc, il a ce rapport assez ambigu que peuvent avoir, me semble-t-il, certains auteurs, parce que j'ai déjà entendu aussi certains auteurs afrodescendants dire qu'ils ne se considéraient pas comme des écrivains africains parce qu'ils étaient avant tout des écrivains universels, ce qui pour moi ne veut pas dire grand-chose. On entend très peu des Asiatiques ou, je sais pas, des écrivains palestiniens ou iraniens radoter qu'ils n'étaient pas iraniens, ils n'étaient pas, je sais pas, japonais ou chinois, parce qu'ils étaient universels. Pour moi, c'est un non-sens. Et donc, tous les défis que lui lance Daniel Nzinga, ses contempteurs, à travers Béatrice et Fiotti, c'est de lui faire comprendre, en tout cas de l'amener à admettre qu'on peut assumer, oui, sa part africaine, parce qu'on écrit toujours de quelque part, on a toujours une parole située, on écrit toujours avec la somme des expériences que l'on vit, que l'on a acquises, et que ce n'est pas parce qu'on revendiquerait une part d'africanité, qu'on assumerait une part de cette identité-là, que l'on ne serait pas dans l'universel. Ceci dit, la défense, qui est celle que Daniel Zinga assume, n'est pas totalement invalidée non plus. Parce que ce piège que lui voudrait éviter aussi, ça serait que l'on enferme l'écrivain qu'il est dans un rôle qui serait celui de porte-parole de son pays ou de son peuple. Et dans ce sens-là, oui, on peut comprendre que l'écrivain n'est peut-être légitime comme écrivain que s'il peut penser contre lui-même, s'il peut penser contre son peuple, s'il peut aller au-delà des allégeances culturelles, communautaires, pour porter une parole qui parle à tout lecteur, d'où qu'il soit. Et je crois que l'équilibre à trouver dans la création littéraire ou dans la prise de parole comme auteur afrodescendant, dans ces contextes-ci, c'est peut-être de trouver ce juste milieu qui consiste à rester conscient que quand nous écrivons, et quand nous écrivons surtout à partir de l'étranger, et que nous sommes, il faut en être conscient, dépendants des instances de légitimation qui sont celles de lieux de pouvoir symboliques comme la France dans son cas, peut-être le Canada dans le mien, ainsi de suite pour d'autres auteurs africains qui vivent à l'étranger, nous écrivons aussi dans un milieu où nous avons été précédés par une certaine vision de l'Afrique, où des auteurs avant nous, des auteurs européens essentiellement, ont porté une parole sur l'Afrique, sur le sujet, une certaine parole qui ne peut pas rester telle qu'elle à partir du moment où nous, Africains, prenons la parole pour pouvoir aussi déconstruire certains stéréotypes qui ont été faits sur ce pays, sur cet objet, sur ce continent qui est le nôtre. Ne pas le reconnaître, ça serait pécher, me semble-t-il, par une grande naïveté. Mais s'enfermer dans ce discours pour n'avoir pour mission que de croiser le fer avec tout ce qui a été fait, et pour seul prisme, euh, un rapport assez décolonial du discours serait aussi s'enfermer éternellement dans un face-à-face avec l'Occident, ce qui peut aussi avoir son côté pervers. Donc l'équilibre est entre les deux, et je terminerai en disant que la lettre que Fiotti adresse à Daniel Zinga pour le défier à sortir de sa vision des choses résume probablement le juste milieu qu'il faille trouver pour qu'on ne tombe ni dans un excès ni dans l'autre. Eh bien, alors,
On se demande si cela serait pas partie de vos remarques dans la réalité avec les écrivains africains, précisément congolais. C'est vrai, actuellement, on s'est dit que c'est Paris qui reconnaît, c'est Paris qui publie des écrivains. On s'est dit que non, voilà, faut être à Paris, il faut avoir été à Paris pour se dire écrivain. Alors, il y a une question qui se pose d'identité. Est-ce que c'est pas mon pays qui peut me reconnaître? Là, et voilà, des questions qui se posent là-dessus. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser à partir de ce personnage, à Daniel Zinga qui est écrivain. Comment peut-on représenter actuellement l'écrivain africain? Je pense qu'il appartient en fait à tout un chacun, hein, de se définir. Je ne crois pas que l'on doive forcer qui que ce soit à assumer une identité vis-à-vis de laquelle il aurait lui-même, peut-être pour des raisons subjectives, quelques réserves. Ou Très je bien. ne sais pas. Je crois que c'est vraiment à chacun de se déterminer. Moi, en ce qui me concerne, euh, c'est pas un secret, donc j'embrasse très fièrement ma part Il vous africaine. parle? Je comprends pas la question, vous dites? Je dis, Daniel Zing, il vous parle dans votre vécu en tant qu'écrivain. Vous vous retrouvez aussi dans ce qui se trame dans sa vie, dans l'équation avant la nuit. Sous certains égards, comme je l'ai dit, c'est une réalité que les auteurs afro-descendants connaissent. Donc je ne peux pas nier que comme, auteur africain vivant au Canada, étant publié à la fois en Amérique du Nord et en Afrique, je n'ai pas conscience de ces tensions. J'en suis conscient. Je ne dis pas que je souscris, forcément à sa manière de dire les choses et de se définir, mais je suis conscient que, quand un Congolais et envoie un texte à un éditeur parisien, il doit s'attendre parfois, avec des réalités de ces instances-là, des légitimations que j'ai citées, qui vont des maisons d'édition au prix littéraire, en passant par les circuits de distribution, les critiques parisiennes qui ne nous laissent pas indifférents, qui font ce que nous devenons sur le marché littéraire. Je suis conscient que un tel écrivain qui envoie un manuscrit dans un espace comme Paris peut avoir à gérer certaines attentes. Il peut se faire dire: «Écoutez, ce texte, nous l'aimons bien, mais vous savez, les lecteurs français ne comprendraient pas très bien cette langue, cette Voilà. manière de décrire». Ces regards-là, il faut en être conscient, il faut être honnête. Vous n'allez pas envoyer votre texte à Paris quand vous êtes congolais, vous êtes camerounais, vous êtes haïtien, en pensant que dans tous les cas, il serait reçu tel quel. Il y a des filtres qui sont dictés par ce regard qui vient de ce que je disais, de ce que Mudimbe nous appelle la bibliothèque coloniale, de ce regard et des attentes que ce regard a pu forger sur ce que devrait être un texte écrit par un auteur africain. Quels sont les thèmes attendus? Si ce thème est proposé, comment on attend de l'écrivain africain qu'il soit abordé? Il faut en être conscient, il ne faut pas le nier. À partir de là, chacun, encore une fois, s'est déterminé. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je concède à cela pour que mon livre soit publié? Parce que si je On marque-boute comprend. à ce que ce texte soit ce qu'il est, peut-être faut-il que je l'envoie chez Mikanda à Kinshasa plutôt que chez Seuil. Ça arrive. Donc chacun doit délibérer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être conscient que ces instances-là, desquelles nous sommes extrêmement dépendants, parce que le marché du livre chez nous, donc je vais dire en Afrique, n'est pas ce qui nous permettrait, si nous avons une certaine prétention à toucher certains espaces, c'est peut-être pas ce marché pour l'instant qui nous permet d'avoir cette audience. Mais est-ce qu'en raison de ces limites-là, nous sommes prêts à nous renier, à écrire des textes ou à publier des textes qui ne nous ressemblent pas, qui ne veulent pas traduire, qui ne traduisent pas notre pensée, y compris dans sa part critique telle que nous le voudrions, ça, c'est à chacun de se déterminer. Donc, pour ma part, je terminerai en disant, oui, je me reconnais dans ce trouble-là, dans ces tensions, dans les critiques qui lui sont faites et dans la manière dont il essaie de se dépatrouiller pour se justifier. Mais je pense que mon approche à moi est beaucoup plus apaisée. J'ai trouvé le moyen de régler ces questions sans problème et je ne suis pas du tout dans les nini de Daniel Zinga. Je crois que ceux qui me connaissent et ceux qui m'ont lu savent que j'ai le courage de mes idées et que je n'ai pas peur d'aller dans les directions qui peuvent parfois ne pas être celles qui sont attendues des auteurs africains quand ils doivent s'adresser
à des marchés qui ne sont pas que des marchés de publics qui ne sont pas que des publics africains. Et d'accord, l'équation avant l'ennui, une partie de ce roman porte le titre Calife à la place du calife. Alors, chers téléspectateurs, derrière l'humour apparent de l'expression calife à la place du calife, vous aurez une réflexion assez sévère sur le pouvoir. C'est l'impression que moi j'ai eue après avoir lu. Une réflexion assez sévère sur le pouvoir. L'idée que beaucoup de révolutions finissent par reproduire ce qu'elles prétendaient combattre. Alors, demandons à notre homme, posons la question à l'auteur, est-ce l'un des fils secrets de ce roman? C'est certainement l'un des fils, vous faites bien en disant, que ça pourrait être l'un des fils, plus ou moins secrets, qui, portent ce roman. Mais, dans mon entendement, quand j'ai, intitulé cette partie, «Calife à la place du calife», l'idée, prégnante était celle de la trahison. Trahison qui, par ailleurs, constitue pour moi, le fil Ariane de l'ensemble du roman, dans le sens où chacun des personnages, centraux de ce roman à un moment ou à un autre, est confronté à la question de la trahison. Qu'elle soit supposée, hypothétique, réelle, ça c'est une autre paire de manches, mais chaque personnage de ce texte, en commençant par Daniel Zinga lui-même, même si c'est plus tard qu'on les découvre dans le roman, jusqu'à Karl Holzinger, le fameux savant physicien qui avait fait allégeance à Adolf Hitler jusqu'à ce qu'il prenne la voie qu'il a choisie, eh ben, tous ces personnages-là ont été confrontés à un moment ou à un autre à la question de la trahison. Et dans le chapitre qui porte ce titre-là, cela réfère plutôt à un personnage congolais qui est Samuel, prince de l'ancien empire Lunda, et qui était l'un des protagonistes qui aurait eu part aux tractations qui ont conduit à, à la cession de l'uranium de la mine de Shinkolobe au Katanga aux Américains dans le cadre du projet Manhattan, comme je l'ai dit en début d'émission. Quand on lit le livre et quand vos lecteurs qui pourront avoir l'occasion de le lire entameront ce chapitre, ils comprendront pourquoi, un peu à la manière de Brutus qui trahit César et au moment où, évidemment, le monarque expire et dit, mais même toi, mon fils, tout quoi Philimi, hein, même toi, mon fils, comment as-tu pu me faire cela? Et donc, trahir, c'est lui qui a été la figure paternelle. Brutus l'a fait en son temps. Calife, à la place de calife, résume un peu cette situation où le fils de l'empereur de Lunda, parce qu'il se rêve et se voit en, en empereur, en tout cas dans les attributs de l'empereur, euh, pose un certain nombre d'actes que je ne dévoilerai pas ici, qui font croire que la trahison, une fois de plus, comme dans beaucoup d'autres situations de l'Afrique précoloniale, aura été cette tare, cette faille, ces talons d'Achille par lequel nos sociétés, et en l'occurrence la société Lunda de cette époque-là, a permis à ce que voilà, le sort à la fois du Congo et à plus grande échelle le sort de l'humanité soit scellé, tout simplement parce que, voilà, l'empereur aura fait confiance à celui qui était, son fils biologique pour se retrouver ensuite, pris au dépourvu parce que les décisions, les actes qui seront posés par ce fils-là ressembleraient à ceux du Brutus qui, ont amené en son temps à César de dire: «Même toi, mon fils, comment as-tu pu me faire cela? Voilà, comment as-tu pu, rechercher, ces strapontins juste pour, servir, des intérêts qui sont étrangers à notre peuple et contraires, à ce que l'humanité aurait dû mériter». Alors, faisant un tour de toute la structure du roman, calife à la place du calife, j'ai le sentiment que chaque partie du roman emprunte le nom d'un mythe, d'une guerre, d'une figure historique pour raconter la même chose. La volonté humaine de s'emparer du feu, du pouvoir ou de la vérité. Ces titres constituent-ils les variables d'une même équation? Effectivement, vous l'avez bien trouvé, ce sont des variables de la même équation.
qui s'oppose à chacun des grands protagonistes du roman, comme je l'ai dit, tantôt, pour se découvrir soi-même, tantôt, pour, découvrir ce qui a été caché et dans d'autres aspects du roman, pour, hem, heu, faire allégeance à une cause, à une conviction ou s'est détourné, peut-être d'une voie que l'on juge dangereuse. C'est le cas d'Oltinger, c'est le cas de Samuel, Kongolo quand il décide finalement de faire amende honorable. Donc oui, chaque, chapitre, qu'il convoque un mythe, qu'il convoque, une réalité, plus intime, plus personnelle, procède justement de ce besoin, d'aller chercher une vérité au fond de soi ou d'apporter une réponse à une énigme que l'on traîne et qui empêche, de se réaliser ou peut-être de transmettre ce qu'on aimerait vraiment transmettre avant qu'il ne soit trop tard. Moi, j'aimerais maintenant quitter les personnages. D'accord. Et revenir à l'homme qui les a créés, à l'auteur évidemment. Après toutes ces années à passer avec Karl, Magda, Béatrice, Daniel et Fiotti, lesquels de ces personnages vous a le plus appris sur vous-même? Ah, c'est une très belle question. Lequel m'a le plus appris, sur Sur moi-même? vous-même. Sur moi-même, c'est pas si simple parce que, tous les écrivains vous le diront, dans chaque personnage, il y a toujours un peu de nous. Chaque écrivain met un peu de soi dans ses personnages, que ce soit le héros qu'il crée ou le anti-héros même qu'il pourrait créer. Donc il y a toujours un peu de nous là-dedans. Alors, cela étant dit, je dirais plutôt que sans qu'il m'ait appris ou qu'elle m'ait appris sur moi-même, Fiotti est très probablement le personnage dont je me sens le plus proche. Parce que dans, le sens de la nuance et même dans une certaine radicalité qu'elle peut avoir dans la critique qu'elle adresse à son père qui est l'écrivain, on se serait attendu, j'imagine, tout naturellement à ce que je sois le double de Daniel Zinga parce qu'on partage un certain nombre, de traits communs, on est congolais, on vit au Canada, on écrit depuis le Canada, on est père d'un enfant qui est métis, tout ça. Non, je me sens moins proche de Daniel Zinga, l'écrivain, que de Fiotti, sa fille. Je pense que dans la manière de penser et dans la manière de déconstruire cette manière, un peu hypocrite, je trouve un peu naïve de d'assumer ou de ne pas assumer sa singularité qui ne fait pas pour autant de soi un être homogène, que le créateur, que l'écrivain peut avoir, dans la manière d'aller, pousser dans ses derniers retranchements l'écrivain, qu'est son père. Je me reconnais plus dans Fiotti et certains arguments qu'elle utilise pour ramener un peu à la raison, son père sont des arguments que j'aurais pu utiliser si j'avais en face de moi un écrivain africain qui, de peur de s'amputer de l'universalisme, aurait, cette propension à ne pas assumer convenablement sa part africaine. Très bien. Chers téléspectateurs, dans l'équation avant la nuit, évidemment, vers la fin, vous verrez, il y a une lettre. C'est Fiotti qui l'adresse à son père, Daniel Zinga. On va lire un extrait. Et comme on l'a entendu, le personnage de Fiotti est le plus proche de l'auteur. J'ai passé mon adolescence à chercher un père que je ne changerai contre rien au monde. Nous revenons de notre troisième voyage en Afrique, où tu es né. Tu as entendu t'adresser à ceux qui pensent que de ta bouche sortent les mots qu'ils n'ont pas su trouver, à celles qui disent leur vérité de savoir que parce qu'ils sont, après t'avoir observé dans ta volonté et avoir le dernier mot contre leur affection exprimée, certes avec maladresse, mais dans une réelle authenticité, je te connais encore moins. Et permettez-moi de terminer avec la question qui m'a accompagné tout au long de cette lecture. Les Ndala, imaginons un instant que Fiotti existe réellement. Imaginons qu'elle entre dans ce plateau. Volontiers, je lui céderai ma place, ou bien je donnerai notre place ici.
qu'elle s'assoie en face de vous et qu'elle vous remette cette lettre, non pas au romancier, mais à l'homme. Y a-t-il un passage auquel Blaise Ndala aurait aujourd'hui du mal à répondre? C'est difficile parce que je n'ai pas, mot à mot toute la lettre, en tête, mais je crois qu'il y aurait très, très peu de passages, auxquels j'aurais du mal à répondre parce que comme je l'ai mentionné, je suis beaucoup plus proche de Fiotti, que de Daniel et donc la plupart des griefs, qu'elle adresse à son père, c'est des griefs que j'aurais fait moi-même et les arguments qu'elle utilise pour déconstruire, heu, la posture de son père, c'est des arguments qui me sont, sensibles. Alors, hem, quelle serait la question à laquelle j'aurais du mal? Je dirais peut-être que l'argument de Daniel auquel je reste néanmoins sensible, je parlais tantôt de nuances, hein, de ne pas être dans de réflexions, manichéennes ou dans des postures, de type binaire. Je crois que là où je je donne crédit à Daniel, c'est quand Daniel, refuse de faire porter toute la charge des stéréotypes que l'on peut construire à partir des identités, à partir des images que l'on se fait, par exemple, de l'Afrique ou de l'homme africain, de ne pas faire porter cette charge-là aux écrivains de manière absolue. Dans la lettre, vous rappellerez, et nos téléspectateurs qui le liront le trouveront, Ciotti, reproche, disons, fait comprendre à Daniel que, certains mots qui sont utilisés, à l'égard des noirs, dans ce cas-ci, et qui ont participé à construire des imaginaires contre le noir, devraient l'alerter suffisamment pour savoir que la littérature n'est pas si innocente. Elle lui dit en substance, heu, en fait, autant, voilà, les sociétés, peuvent se créent aussi, se façonnent aussi par la littérature, qui en émane, tout comme, oui, cette littérature-là, est aussi le produit de même société. Je le dis pas mot à mot, mais c'est un peu comme ça. Et face à cet argument, ben, je crois que Daniel a aussi raison de dire qu'on ne peut pas faire porter à un écrivain en particulier la charge de ces stéréotypes, de cette essentialisation en l'isolant. Parce que dans le livre, on voit, il y a une œuvre qui est citée et des expressions qui ont été utilisées entre les noirs. Donc je crois que je suis, assez sensible, à cette mise en garde de Daniel, parce que, oui, la littérature, c'est aussi le terrain de la contradiction et il ne suffit pas d'utiliser, de prendre un mot, de prendre une description qui est faite contre les Africains, par exemple, pour conclure de manière générale que l'écrivain qui en est l'auteur emporte le chapeau. Une fois qu'on a dit cela, on revient quand même sur ce qui, travaille l'esprit de Fiotti, c'est que oui, aujourd'hui, ce que nous lisons, ce que nous savons du regard, qu'un certain Occident, porte sur nous, vient aussi en grande partie de ces littératures d'autrefois, qu'on appelait la littérature, tantôt, coloniale, profil, oui, ces constructions-là sont aussi le fruit de ces littératures-là. Donc, tout en mettant un petit bémol pour que la charge ne soit pas portée par un seul individu, je dirais à Fiotti quand même que, il y a un peu de vérité dans ce qu'elle dit, mais cette vérité n'est pas absolue parce qu'il faut aussi entendre, l'autre son des cloches qui vient de son père. Ça ne répond pas exactement à votre question parce que je suis plutôt du côté des Fiotti malheureusement. La vérité, si vérité il y a, est peut-être entre si vous faites un pas, beh, j'en ferai un vers vous. Peut-être que la vérité finalement sur, le piège à éviter et entre ce souci que moi j'ai de vous dire: «Attention, cette littérature elle n'est pas innocente et elle est, le produit d'un monde qui continue à traverser nos sociétés» et l'autre partie qui dit: «Attention, c'est pas pour autant qu'il faut tout rejeter parce que, la littérature, c'est aussi cela. C'est pas un monde bienveillant, bon enfant, où tout s'écrit, de la manière la plus, idyllique, mais c'est aussi le lieu de la violence, c'est aussi le lieu de la contradiction et quelqu'un ne devient pas traître tout simplement parce qu'il reconduit certains schèmes, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Très bien, alors merci Blaise Dalla, merci d'avoir accepté cette conversation et aussi pour vos réponses à vous, chers téléspectateurs, chers amoureux de la littérature.
L'équation avant la nuit est un roman qui parle de père et de fille, de l'histoire de ces fantômes, de la science et de la conscience, mais surtout de cette part de nous-mêmes, que nous passons une vie entière à essayer de comprendre. C'était Le Mot en Liberté avec Blaise Dalla. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.